Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une véritable quête obsessionnelle. On va décortiquer ensemble la carrière et surtout la méthode d'un homme qui a passé sa vie entière à perfectionner le tour de magie ultime du cinéma, le légendaire David Fincher. Pour commencer, il y a cette citation, franchement brutale, qui résume absolument toute son œuvre. Fincher le dit texto. Je pense que les gens sont pervers. J'ai maintenu cela. C'est le fondement de ma carrière. C'est sombre, c'est super provocateur, non? Mais c'est exactement cette lucidité, presque glaçante, qui rend ces films si hypnotiques. Et pour comprendre d'où vient cette vision du monde si particulière, il faut remonter un peu le temps. Ce qui nous amène directement à la genèse de tout ça, l'illusion cinématographique. Imaginez un peu. Le jeune David n'a que 8 ans quand il tombe sur un documentaire détaillant le tournage du classique Butch Cassidy et le Kid. Et là, c'est le choc, le déclic total. Il pige soudainement que les films ne se déroulent pas en temps réel. Il comprend les mois de préparation, les fausses barbes, l'attente interminable pour capturer juste 3 secondes de mouvement sur un train. Pour lui, le rideau vient de se lever sur le plus grand tour de magie au monde. Le cirque invisible du tournage est dévoilé. Et à partir de cet instant précis, il développe une obsession viscérale. Il veut absolument tout comprendre du fameux comment ça marche. Alors au lieu de passer par une école de ciné classique, il plonge direct dans le grand bain de l'industrie, et à une vitesse folle. En 1980, il est déjà chef de production. Bam! En 1983, il atterrit chez ILM, la légendaire boîte d'effets spéciaux de George Lucas, où il bosse sur des mastodontes comme Le Retour du Jedi et Indiana Jones. Mais le vrai coup de tonnerre survient en 1984. Il réalise une publicité anti-tabac littéralement choquante, avec un fœtus qui fume. L'impact est immédiat. Hollywood tout entier se tourne vers ce jeune talent capable de marquer les esprits de façon aussi redoutable. Et ça va lui ouvrir en grand les portes d'une toute nouvelle école pour lui, celle du vidéoclip. Avec ce succès fulgurant, il cofonde la société Propaganda Films et devient rapidement le réalisateur que toutes les superstars s'arrachent. On parle d'icônes absolues là, Madonna, George Michael, Aerosmith, de Rolling Stones ou encore Michael Jackson. C'est pas rien. Et pour Fincher, il ne s'agissait pas juste de coller de jolies images sur une chanson. Pas du tout. Il s'agissait de sublimer l'expérience musicale avec des mouvements de caméra chorégraphiés au millimètre près, imposant déjà ce style visuel ultra pointilleux qu'on lui connaît. 53. C'est le nombre dingue de clips qu'il a réalisé en à peine une décennie, entre 1984 et 1993. Concrètement, ça veut dire quoi sur le terrain? Ça veut dire des dizaines de tournages en mode commando, sous très haute pression. C'est une formation militaire qui lui a appris à livrer un travail irréprochable avec des budgets serrés et des délais impossibles. C'est exactement là que son exigence d'artisan a fusionné avec la rentabilité de l'industrie. Mais évidemment, le grand tournant arrive quand il passe au format long métrage en quête de liberté artistique. Passer de l'indépendance des clips musicaux à l'énorme machine des studios hollywoodiens, c'est jamais simple. Pour bien comprendre l'évolution de la méthode Fincher, il faut comparer deux extrêmes. D'un côté, on a Alien 3 en 1992, un vrai cauchemar pour un tout premier film, l'ingérence permanente du studio, un scénario charcuté par 9 auteurs différents, bref, une œuvre qu'il va finir par renier. De l'autre côté, boum, Seven, sorti en 1995. Fort de son traumatisme précédent, il change de stratégie. Il refuse net les réécritures édulcorées du studio et se bat bec et ongle pour garder cette fameuse fin sombre et macabre. Et le résultat est là, un triomphe absolu et la naissance publique d'un maître du thriller psychologique. L'expérience d'Alien 3 l'a tellement marqué que ça a littéralement déterminé la philosophie de tout le reste de sa carrière. Il est très cash là-dessus. Personne ne l'a détesté plus que moi. À ce jour, personne ne le déteste plus que moi. Ce rejet total d'un système qui écrase la vision créative va le forger. À partir de là, la règle d'or, c'est on ne fait confiance qu'à sa propre maîtrise. Obtenir un contrôle créatif total devient pour lui un dogme absolu et non négociable. Et ce besoin vital de tout contrôler nous mène logiquement à son perfectionnisme frôlant l'obsession. Sur un plateau de tournage, sa philosophie est implacable, voire brutale. Il a dit un jour « Je déteste le sérieux dans l'interprétation. En général, à la 17e prise, ce sérieux a disparu. » En fait, sa méthode repose sur l'usure pure et simple. En faisant recommencer la même scène inlassablement, la façade technique de l'acteur s'effondre. Le comédien est tellement fatigué qu'il arrête de consciemment jouer, et c'est là, quand toutes les défenses tombent, que Fincher capte l'authenticité absolue qu'il recherche. 99. C'est complètement fou, mais c'est le nombre de fois que Rooney Mara a dû rejouer une seule et unique scène de dialogue pour The Social Network. Soyons honnêtes, on aurait presque tous jeté l'éponge à la 3e prise.
Imposer une rigueur pareille, ça demande des nerfs d'acier pour l'équipe entière, mais ça prouve surtout sa volonté farouche d'accumuler la matière la plus pure et parfaite possible pour la suite des opérations. Pourquoi amasser une telle montagne de prises? Angus Wall, son monteur de longue date, résume ça à merveille. C'est comme assembler une montre suisse. Toutes les pièces sont si magnifiquement usinées. Et c'est exactement ça. En salle de montage, le processus devient une équation mathématique ultra complexe. Chaque fragment d'image est un rouage parfait qui va s'embosser au millimètre pour créer une rythmique diaboliquement précise. Cette rigueur chirurgicale s'accompagne de règles visuelles strictes, ce qu'on appelle l'esthétique de l'ombre. Et il y a 3 grands piliers inébranlables chez Fincher. 1. L'interdiction quasiment totale de la caméra à l'épaule. L'image doit être stabilisée sur trépied ou sur rail, un point c'est tout. 2. L'étalonnage des couleurs. Les images sont manipulées en post-production pour être saturées de vert et de jaune souvent délavés, ce qui crée d'emblée une atmosphère poisseuse, presque maladive. Et 3. La synchronisation des mouvements. Si un acteur marche, la caméra glisse avec lui, créant une connexion psychologique hyper immersive qui nous colle à l'action. Cette aversion totale pour la caméra portée, ce n'est vraiment pas un caprice d'esthète. Il l'explique d'ailleurs très bien. La caméra à l'épaule a une puissante emprise psychologique. Je ne veux pas obscurcir ce qui se passe avec trop de signification. Son but, c'est d'être cet observateur omniscient, froid, presque invisible. La terreur ou le suspense ne doivent pas venir d'un vieux tremblement artificiel de la caméra censé nous dicter la peur, mais émerger de l'action brute qui se déroule sous nos yeux. Et au final, toute cette intransigeance a bâti un héritage absolument incontestable. On pourrait se dire qu'une telle attitude de tyran perfectionniste et des thématiques aussi glauques ferait fuir tous les producteurs d'Hollywood. Eh bien, pas du tout. Regardez les chiffres. Ces projets ultra sombres se transforment systématiquement en mines d'or. L'étrange histoire de Benjamin Button a récolté 335 millions de dollars. Gone Girl, presque 368 millions pour un budget très raisonnable de 61 millions. Le constat est sans appel. Une réalisation méticuleuse, même en fouillant dans les pires recoins de la nature humaine, est une recette incroyablement lucrative au box-office. Et au-delà des gros sous, c'est la reconnaissance de l'industrie tout entière qui impose le respect. 40. C'est le cumul ahurissant des nominations aux Oscars récoltées par ces œuvres au fil des décennies. C'est la validation ultime d'une éthique de travail acharnée qui a littéralement anobli des genres autrefois boudés, comme le film d'horreur ou le polar poisseux, pour en faire des chefs-d'œuvre adulés par les critiques du monde entier. Aujourd'hui, on mesure l'impact colossal de son empreinte partout. Il a complètement réinventé le genre du tueur en série avec des joyaux d'investigation comme Zodiac et Seven. Il a lâché une véritable bombe culturelle avec Fight Club qui résonne encore. Il a même fracassé et reconstruit les codes de la télévision moderne avec des monuments comme House of Cards et Mindhunter. Bref, sa fascination inlassable pour l'aliénation et la face sombre du monde a littéralement infusé chaque recoin de la culture populaire. Tout cela nous amène forcément à nous poser une ultime question, plutôt perturbante. Pour atteindre cette vraie magie du cinéma, faut-il obligatoirement un contrôle tyrannique, sans la moindre concession, quitte à exiger l'impossible de toutes les personnes impliquées? Quand on observe cette trajectoire unique, née dans la douleur des studios pour ensuite s'imposer par une précision mathématique effrayante, on serait bien tenté de répondre que oui. Gardez bien ça en tête la prochaine fois que les lumières s'éteindront dans la salle et que vous verrez son nom apparaître à l'écran. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration.